Les réactions politiques après l'attaque au couteau d'Annecy, mais aussi les rumeurs persistantes de remaniement ou encore Bernard Cazeneuve qui lance son propre mouvement. Voilà en partie le programme de ce dimanche en politique. Et pour décrypter cette semaine avec nous, Perrine Tarnaud, directrice de l'information de Public Sénat. Bonsoir Perrine. Bonsoir Nicolas. Et également avec nous Richard Verly, correspondant pour le média suisse Blick. Merci Bonsoir. à tous les deux d'être sur le plateau de 64 minutes. Bon, vous connaissez l'exercice. On vous a demandé quel était votre temps fort de la semaine, votre image de la semaine, c'est la tradition. Et une fois n'est pas coutume, vous avez été d'accord tous les deux avec cette séquence. Regardez. Et donc nous retirons notre projet de loi consterné par les attaques directes, puissantes contre notre Parlement. Un Parlement affaibli. Vive le Parlement, chers collègues. Vive le Parlement, vive la République et vive la France. Voilà la déclaration du député Bertrand Pancher du groupe Lyotte à l'Assemblée. Pourquoi vous avez retenu cette séquence ? C'est quand même la fin d'un long feuilleton qui nous a tenus tout l'hiver autour de cette réforme des retraites. La fin d'un match, c'est les mots qu'a employé Laurent Berger lui-même cette semaine. Fin du match social, puisqu'il n'y avait pas grand monde dans la rue mardi dernier lors des manifestations. Et fin du match politique, parlementaire, avec cette dernière session parlementaire autour de la proposition de loi du groupe Lyotte. Gérard Verly, vous êtes d'accord, c'est la fin de ce dossier sur les retraites ? Alors sur les retraites, je pense que c'est la fin, encore que il va falloir de toute façon qu'Emmanuel Macron joue une nouvelle manche sociale à la rentrée. Il y est obligé, les syndicats sans doute se retrouveront autour de la table puisque le gouvernement les y avait conviés. Mais moi, ce que j'ai ressenti à ces images, c'est de la tristesse. De la tristesse parce que ce n'est jamais bon pour une démocratie quand le Parlement, ou en tout cas une partie du Parlement, se sent humilié et quand au fond la leçon des législatives, c'était un Parlement, une assemblée fragmentée, n'a pas été tirée. Le gouvernement, à mon avis, a raté plusieurs occasions. Et en politique, humilier, c'est rarement un bon remède et un bon moyen. J'ai l'impression que Perrine Tarnaud veut réagir. Oui, tout à fait. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Richard, parce qu'on ne peut pas dire qu'une partie quand même de l'Assemblée nationale ait été humiliée. C'est quand même cette partie-là aussi de l'Assemblée nationale qui n'a pas voulu aller jusqu'au vote en première lecture de cette réforme des retraites en faisant de l'obstruction. Donc chacun a été quand même pris à son propre piège dans le cadre de ce long feuilleton autour de la Moi, j'ai réforme une des vraie retraites. tendresse pour ce groupe, cela dit, le groupe Lyotte, le groupe des indépendants, qui est un groupe hétéroclite, mais il en existe, toutes les démocraties parlementaires connaissent ça. Et je pense que ces gens sont des gens, moi j'en ai rencontré plusieurs, sont tous des élus de terrain, très proches de leurs électeurs. Très franchement, ça fait du bien et je pense que la majorité présidentielle, de temps en temps, devrait davantage les respecter. Bon, en tout cas, les Français, eux, ils ont tranché sur ce dossier des retraites, puisque pour 92% d'entre eux, selon un sondage Le Figaro d'Exa, ça y est, le dossier des retraites est terminé au niveau de la politique. Bon, pas très étonnant. Hein. Non. Alors, ils restent en grande majorité opposés à cette réforme des retraites, mais ils ont intégré le fait que... Ils l'ont intégré, voilà. Voilà, exactement. C'était, on n'allait pas revenir en arrière. Cette réforme des retraites et un départ à l'âge légal 64 ans, ça allait s'appliquer. Donc ça, c'est intégré, effectivement. Mais en revanche, effectivement, les Français restent opposés et restent surtout opposés à la manière dont ça s'est fait. Et c'est là où je rejoins Richard, effectivement, à tout le système démocratique qui n'a pas bien fonctionné et peut-être au manque de concertation initiale. On va voir si ça a laissé des traces dans un des thèmes qu'on va aborder, notamment si Elisabeth Borne va peut-être, dans les prochains jours ou prochaines semaines, laisser sa place à quelqu'un d'autre. On verra. On verra donc si ça a laissé des traces. Mais je voulais qu'on revienne quand même sur l'un des événements de cette semaine. Un des gros dossiers de cette semaine, c'est ce débat qui s'est arrêté net donc à l'Assemblée suite à ce drame à Annecy, cette attaque au couteau par un réfugié syrien qui a fait 6 blessés, dont 2 jeunes enfants. Une attaque qui a remis certains sujets sur la table, comme l'immigration ou le contrôle des flux, au cœur de l'échiquier politique. On ne s'y attendait pas spécialement à ce que ces sujets reviennent très rapidement comme ça. On parle quand même d'immigration depuis plusieurs semaines, avec le projet de loi avorté, enfin la réforme que souhaitait le gouvernement, qui a été repoussée depuis l'automne dernier, puis à nouveau en janvier, puis à nouveau au mois de mars, après la séquence retraite. C'est vrai que là, effectivement, l'attaque d'Annecy a été pour certains... Un accélérateur. Oui, l'occasion de surenchérir de façon un peu, de mon point de vue, irresponsable, puisque certains, comme Éric Ciotti, ont tout de suite parlé de terrorisme, alors qu'il s'avère qu'après 2-3 jours d'enquête, ce n'est absolument pas un acte terroriste. On a également vu Éric Zemmour remettre en cause la chrétienté de l'assaillant. Enfin voilà, il y a un certain nombre de prises de position, mais jusqu'à la majorité présidentielle même, Aurore Berger, alors que l'Assemblée examinait la proposition de loi de Lyotte pour abroger la réforme des retraites, est sortie.
la séance a été interrompue pour effectivement marquer, pour saluer, pour honorer la mémoire des victimes qui étaient blessées. Et tout de suite, Aurore Berger s'est précipitée devant les micros pour essayer de récupérer de façon politique, effectivement, cette attaque. Richard Verly, vous avez été choqué par ces récupérations très rapides de certains politiques suite à ce drame? Écoutez, malheureusement non. Il était évident, et c'est encore vrai sans doute si ça devait intervenir à nouveau demain ou après-demain, ce que personne n'espère, que lorsque un étranger en situation, dans ce cas régulière, mais qui était dans un état de dénuement social absolu, puisqu'il vagabondait à Annecy depuis plusieurs semaines, il avait été interpellé en train de se baigner dans le lac d'Annecy, enfin en train de se laver dans le lac d'Annecy, eh bien, dans le climat français aujourd'hui, c'est juste, comment dirais-je, impossible de raisonner sur ce sujet de l'immigration. Il se trouve, coïncidence, que le même jour, les ministres de l'Intérieur européens se sont accordés sur une réforme de l'asile, il faut le souligner, mais je dirais le climat est de toute façon tellement lourd, et là, en plus, la tentative, enfin l'attaque qui a eu lieu est vraiment la plus abominable qui soit, donc je ne suis pas étonné. Perrine Tarnaud, moi j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une attaque comme ça, depuis plusieurs années, c'est toujours le même schéma qui se répète. Il y a de la condamnation, on dit qu'il y a de la récupération, ça s'emballe médiatiquement et finalement il n'y a pas de sujet de fond qui sont abordés. On a quand même connu des périodes où il y avait un temps républicain qui était respecté. Je ne sais pas, après les attentats commis par Mohamed Merah pendant la campagne présidentielle en 2012, il y avait eu quand même 48 heures de pause pendant cette campagne présidentielle. Comment vous expliquez que maintenant c'est aussi rapide alors ? Parce que je pense que tout le monde a intérêt à tourner justement la page de la séquence de la réforme des retraites, notamment les Républicains qui sont très à l'offensive sur cette question d'immigration. Donc effectivement, pour eux, c'est du pain béni d'avoir cette affaire qui tombe et qui remet encore sous les projecteurs, si vous voulez, toute la question du droit d'asile, etc. C'est quand même bon de rappeler qu'on en est à 28 ou 29, je crois, réformes de l'immigration depuis 1980 en France. Il y a une réforme toutes les 2 ans depuis 1945. Donc je pense qu'il serait peut-être un petit peu temps de se poser, de voir si on ne peut pas établir quand même un jour ou l'autre dans ce pays un diagnostic partagé sur ce qu'il faut faire ou pas, sachant qu'effectivement, au niveau européen, on vient encore de voter de nouvelles dispositions autour du droit d'asile en Europe. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que, alors l'enquête, on en saura sans doute plus dans les jours à venir, mais il ne faut pas s'illusionner. Quand on a un tel nombre de gens dans une situation de désespoir social absolu, qui sont souvent des étrangers, certains irréguliers, là en l'occurrence ce n'était pas le cas puisque la personne avait un titre d'asile suédois, mais je veux dire, la société est exposée à ce genre de drame. Je veux dire, ce sont des gens qui ont des passés extrêmement lourds. Donc voilà, je crois qu'il faut quand même ouvrir les yeux. Il faut pas seulement, on ne réglera de toute façon pas la question en ne faisant que durcir l'immigration. Il y a aussi une question de régulation, d'accueil, et il faut savoir aussi poser ces questions. Mais Richard Verly, justement, il y a beaucoup de politiques, que ce soit de droite, mais aussi de gauche, qui demandent maintenant, voilà, il y a peut-être effectivement des nouvelles lignes à poser, et allons-y, il va peut-être falloir y aller. On entend maintenant ce son de cloche, aussi bien à droite qu'à gauche. On l'entend partout, on l'entend en Europe. De toute façon, l'accord qui est survenu de la part des ministres de l'Intérieur consiste à durcir les lois sur l'asile, consiste à pouvoir renvoyer, y compris dans les pays de transit et pas seulement dans les pays d'origine, consiste à avoir des hotspots, c'est un terme qu'on utilise pour ne pas parler de camps, dans lesquels les gens ne seraient pas considérés comme entrant dans l'Union européenne. Bref, on voit bien où on va, mais je le redis juste, regardons dans nos rues, quand on a un tel nombre de jeunes, parce que ces gens sont jeunes, il avait 31 ans je crois, en situation de telle désespérance sociale, franchement on expose nos sociétés à de graves situations, donc regardons aussi ce volet, sachons parler, même si c'est difficile, d'insertion, de gestion des flux migratoires, parce qu'il faut les gérer. Oui, et j'ajouterais que je pense que c'est illusoire de vouloir sortir des traités européens alors qu'on voit bien que cette question doit être gérée au niveau européen et que la proposition de loi constitutionnelle des Républicains, elle a par ailleurs peu de chances d'aboutir au Parlement français. Il n'y a aucune chance qu'il y ait une majorité pour la soutenir. Jean-Pierre Chevènement, dans le journal du dimanche, aujourd'hui, Jean-Pierre Chevènement, l'ancien ministre socialiste de l'Intérieur, il demande justement davantage d'harmonisation au niveau de l'Europe. C'est un vœu pieux, selon vous, ou pas ?
Oui, enfin, on peut souligner quand même que Jean-Pierre Chevènement est surtout un souverainiste, donc c'est pas un pro-européen, mais il veut davantage d'harmonisation. Enfin, il voudrait surtout qu'on sorte aussi de certains traités, hein, Jean-Pierre Chevènement, si je me souviens bien. Il veut plus d'harmonisation. Je pense que les règles qui ont été prises en matière de droit d'asile encore cette semaine montrent qu'il y a justement harmonisation des fichiers, des empreintes, etc. Et lui, il aimerait aller encore plus loin. Oui, mais vers quoi, c'est pas très clair. Ouais, exactement, c'est ça. Dans le cas d'Annecy, quand même, sur ce plan-là, c'est le plan de l'harmonisation. Ce qu'il faut constater, c'est que l'harmonisation a été presque parfaite. Tout de suite, l'OFPRA, donc l'autorité française, a su qu'il y avait eu une demande d'asile acceptée en Suède. C'est sur cette base que la demande d'asile en France a été refusée. Elle a également été refusée en Suisse, pays de l'espace Schengen. Donc le système d'échange d'informations, dans le cas de cet individu, a fonctionné. Il n'était pas dans une faille du système. Le problème, c'est qu'il a dérivé pour des raisons qu'un jour on connaîtra. En tout cas, Perrine Tarnaud, et puis on va finir là-dessus, le débat qui va venir sur le sujet de l'immigration, sur la loi immigration, il va être vraiment houleux à l'Assemblée. Il va certainement être houleux, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas très bien exactement quand il va arriver, et sans doute peut-être à l'automne, entre deux lois de finances, puisqu'on sait que le Sénat va être à moitié renouvelé en septembre, et donc la session parlementaire va s'arrêter à la mi-juillet, ne reprendra pas avant la mi-octobre. Donc ça repousse quand même de plusieurs mois. Alors, il y a une petite musique de nouveau dans l'air en ce moment, c'est celle du remaniement. On a l'impression que c'est un peu une marotte qui revient un peu toutes les semaines. À votre avis, pour cette fois-ci, info, intox, Richard Verly ? Moi, je crois, et on l'a dit à plusieurs reprises, on en a parlé avec Perrine ici, je crois que ça va être extrêmement difficile pour Elisabeth Borne d'incarner une deuxième phase ou simplement un rebond de ce quinquennat après la phase des retraites dont de facto elle est responsable. Sa pugnacité à payer, il faut le reconnaître, puisque maintenant la majorité des Français pensent que c'est acté, ils veulent eux-mêmes passer à autre chose, mais elle a ce boulet des retraites qui va incontestablement lui valoir une impopularité durable. Maintenant, les différentes hypothèses que je vois en termes de remaniement, très franchement, j'en vois aucune qui peut être synonyme de rebond ou de nouvel élan. Perrine Tarnaud, vous êtes d'accord avec Richard Verly ? Oui. À ceci près que je trouve qu'on, depuis le début, depuis un an, on n'a vraiment pas facilité la tâche d'Elisabeth Borne. J'ai l'impression que constamment on essaye de lui mettre un petit peu la tête sous l'eau. Il y a quand même un petit fond de machisme, je trouve, dans la vie politique française qui reste, y compris de la part du président de la République. Après, il va falloir voir le timing. Est-ce qu'on estime qu'il faut effectivement remanier, changer de gouvernement maintenant et qu'il y a vraiment une année pour agir avant les Jeux Olympiques de 2024 et surtout les élections européennes pile poil dans un an, ou au contraire, est-ce qu'il faut attendre justement un an ces élections européennes et remanier après il restera 3 années pour ce second quinquennat d'Emmanuel Macron, mais voilà, c'est un peu le pari pour l'instant du timing. Il se murmure en plus qu'Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, ils ont de plus en plus de mal à travailler ensemble. Ça peut être... Alors, fait significatif, c'est quand même le départ du directeur de cabinet d'Elisabeth Borne, Aurélien Rousseau, donc, qui quitte Matignon au début du mois de juillet. Donc ça, c'est quand même un signal pas très positif pour Elisabeth Borne. En tout cas, ils n'arrêtent pas chacun de réaffirmer qu'ils travaillent bien ensemble et que tout se passe plutôt bien. Après, qui pour la remplacer ? Est-ce que la question, c'est d'élargir la majorité vers la droite et d'aller piocher un LR ? On sait que Gérard Larcher, maintenant, a fermé la porte. On parle de Franck Louvrier, qui est l'ancien DIRCOM de Nicolas Sarkozy. Voilà, il y a toujours des noms comme ça qui circulent, ou des noms plus techno, comme Julien de Normandie. Ça ne changerait pas grand-chose par rapport au profil aujourd'hui d'Elisabeth Borne. On parlait des élections européennes. Il y a peut-être un nouvel acteur qui va arriver dans ces élections. C'est Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre, qui a lancé son mouvement qui s'appelle Convention, avec plusieurs personnalités socialistes. Je vous propose justement de l'écouter, Bernard Cazeneuve. On a envie de vous dire qu'être en ce moment dans l'hémicycle avec une espèce de bataille de chiffonniers sur une recevabilité... Alors, c'est bien entendu pas Bernard Cazeneuve, vous avez reconnu Aurore Berger. On pourra me dire en régie dit que Bernard Cazeneuve est calé. Voilà, on va écouter Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre français. L'union de la gauche a été le combat, comme pour beaucoup d'entre vous, de ma vie. J'y suis attaché viscéralement. Comme vous, je la désire ardemment. Comme vous, j'ai conscience qu'elle est la condition du retour de la gauche au pouvoir. Mais parfois, les chemins empruntés pour la réaliser ne peuvent en aucun cas contribuer davantage à fracturer une nation déjà si éprouvée. Ceux qui ont la tentation de la stratégie, de la confrontation sur tout et à chaque instant ne réaliseront, croyez-moi, ni l'unité de la gauche, ni l'unité de la France. La seule unité qu'ils parviendront à réaliser est celle de l'extrême droite et de la droite extrême, au plus grand détriment des Français.
Richard Verly, Bernard Cazeneuve, il veut rassembler la gauche anti-NUPES. Il dit qu'il a un boulevard devant lui pour cela. Vous êtes d'accord avec lui ou pas? Il a un boulevard, mais il n'a ni la voiture ni le moteur. Ah. Donc le boulevard, je pense c'est compliqué existe. alors. Mais à mon avis, c'est très compliqué. Il existe, le boulevard. En théorie, effectivement, il y a quand même énormément d'électeurs qu'on peut qualifier de sociodémocrates, qui ne se sentent pas du tout représentés par le Parti socialiste actuel, par la NUPES et encore moins par la France insoumise. Est-ce que Bernard Cazeneuve aujourd'hui est équipé pour occuper ce boulevard et pour avancer? Malheureusement, j'ai de la peine à y croire. Parce que d'abord, il a laissé passer sa chance, parce qu'il aurait peut-être fallu dans ce cas être présent aux législatives et mener le combat plus tôt. Ensuite, bien sûr, il y a les européennes. Il a été ministre des Affaires européennes, mais brièvement. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est présent sur cette scène européenne et qui peut incarner quelque chose. Bref, je pense qu'il part dans la course avec pas mal de handicaps, même si franchement, pour le tableau démocratique français, ce serait plutôt une bonne nouvelle de voir revenir un courant social-démocrate solide sur la scène politique. Et Perrine Tarnaud, je voulais vous faire réagir également à une petite phrase dans le journal du dimanche aujourd'hui où un élu socialiste dit à propos de ce nouveau mouvement Convention, François Hollande est sur le porte-bagages, puisqu'on l'a vu, François Hollande aux côtés de Bernard Cazeneuve, François Hollande est sur le porte-bagages et empêche Bernard Cazeneuve de sprinter. Donc si on comprend bien, la présence de l'ancien président, c'est pas vraiment une force pour Bernard Cazeneuve. Non, c'est très bien que François Hollande nourrit toujours des ambitions de retour en politique. Donc effectivement, il a été invité ou il s'est invité à cette convention de Bernard Cazeneuve samedi et il entend peser. Il y a aussi Carole Delga qui a envie de peser dans cette gauche anti-NUPES pour la prochaine présidentielle. La vraie question, c'est de savoir si cette fois Bernard Cazeneuve, il en a vraiment envie parce qu'on se souvient quand même qu'il a fait un refus d'obstacle en 2022. Donc est-ce qu'il va y aller là en 2027 ? On verra. Et puis le vrai risque pour lui, effectivement, c'est il a peut-être un boulevard, mais il ne va pas falloir non plus fracturer la gauche. Il va falloir rassembler et faire venir à lui des Verts, des communistes qui n'auront plus envie de travailler avec la France insoumise. Et ça, c'est pas gagné. Un mot peut-être sur cette affiche, parce que là, je vais prendre un peu le recul européen. Il était entouré, Bernard Cazeneuve, outre François Hollande, dont on rappelle qu'il n'a pas pu se représenter, par Martin Schulz, l'ancien président du Parlement européen social-démocrate allemand, qui a été battu, par Elio Di Rupo, ancien Premier ministre socialiste belge, qui a été battu, et par Enrico Letta, ancien patron de la gauche italienne, qui a été battu. Très franchement, pour relancer un mouvement, on aimerait... On a trouvé mieux comme Dream Team. Voilà. Même si ce sont 4 personnes très estimables, mais il faut reconnaître que toutes les 4 ont échoué à incarner ce renouveau de la gauche. Ouais, on verra ce que ça donne. Un parti de gauche supplémentaire, selon vous, Perrine Tarnaud, pour le mot de conclusion? Oui, c'est ce que je viens de dire. C'est un parti de gauche supplémentaire, effectivement. Et puis, l'objectif, c'est de rassembler, c'est de ne pas fracturer, c'est de faire venir certains Verts, qui sont quand même pour une bonne partie plutôt du côté de la France insoumise. Voilà, donc il a vraiment du boulot, Bernard Cazeneuve. Ouais, on voit que c'est pas gagné pour ce nouveau mouvement de Bernard Cazeneuve. Merci à tous les deux, Perrine Tarnaud, directrice de l'information de Public Sénat, et merci à vous également, Richard Verly, correspondant pour le média suisse Blick, d'avoir encore une fois analysé avec brio l'actualité politique de la semaine en France. Merci à tous les deux. Merci.